Il existe des disparitions qui marquent plus que d'autres. Certaines parce qu'elles frappent des personnalités publiques connues du grand public, d'autres parce qu'elles révèlent, au-delà de la personne elle-même, des fragilités, des excès ou tout simplement la condition humaine face à la finitude. La mort de Loïc Le Floch appartient à cette seconde catégorie. Un décès qui ne peut être réduit à une simple annonce nécrologique, mais qui appelle une analyse plus fine, à la croisée de la médecine, de la psychologie et de l'histoire personnelle d'un homme complexe. Comprendre les causes de sa disparition, c'est aussi comprendre un parcours de vie fait de succès, de tensions et de contradictions. Dès l'annonce du décès de Loïc Le Floch, une vague d'interrogations s'est répandue. Dans l'opinion publique, comme dans les milieux qui l'ont côtoyé, beaucoup voulaient y savoir de quoi est-il mort. Était-ce une conséquence d'une maladie connue, d'un accident, ou bien le résultat indirect d'un mode de vie usant, marqué par le stress, les excès ou la solitude? Comme souvent lorsqu'il s'agit de personnalités, les premières rumeurs ont précédé les confirmations officielles. Certains parlaient d'une maladie longue et silencieuse, d'autres évoquaient une dépression larvée qui aurait pu avoir des conséquences fatales. La vérité, comme nous allons le voir, est plus nuancée. Elle s'inscrit dans un faisceau de facteurs médicaux, psychologiques et environnementaux. Un premier élément à prendre en compte est la dimension strictement médicale. Loïc Le Floch avait depuis plusieurs années des problèmes de santé qui, sans être toujours rendus publics, étaient connus de ses proches. Les témoignages recueillis après son décès convergent. Il souffrait de troubles chroniques qui l'affaiblissaient. On évoque notamment des difficultés cardiovasculaires, une fatigue persistante et des symptômes qui laissaient deviner des pathologies lourdes. Dans le cas de nombreuses personnalités actives jusqu'à un âge avancé, la santé devient une variable critique. Le corps finit par payer les années de stress, de travail intense, de responsabilités écrasantes. Les médecins qui l'ont suivi, ou qui se sont exprimés de manière indirecte, pointent vers un affaiblissement global. Cœur, foie, système nerveux, tout semblait indiquer une usure prématurée. À ce tableau médical s'ajoute le rôle de l'alimentation, de l'hygiène de vie et des habitudes. On rapporte qu'il n'avait pas toujours respecté les recommandations en matière de repos, d'alimentation équilibrée ou d'activité physique régulière. Ces éléments, cumulés sur des décennies, finissent par peser lourdement. Dans un monde où la médecine peut prolonger l'espérance de vie, les comportements individuels continuent pourtant de jouer un rôle central. Il est impossible de parler des causes de la mort de Loïc Le Floch sans aborder sa santé psychologique. Derrière l'image publique se cachait un homme en proie à des tensions intérieures. Ses proches ont souvent décrit un tempérament oscillant entre la détermination et le doute, entre l'énergie débordante et la mélancolie. Au fil des années, ces variations d'humeur auraient pu se transformer en état dépressif chronique. Or, la dépression est un facteur de risque majeur pour la santé générale. Elle fragilise le système immunitaire, accentue les troubles somatiques et peut même réduire l'efficacité des traitements médicaux. Plus encore, elle peut mener à des comportements autodestructeurs, consciemment ou non. On se souvient de plusieurs apparitions publiques où Loïc Le Floch paraissait affaibli, préoccupé, presque absent. Les observateurs attentifs y ont vu les signes d'un épuisement psychologique. Dans les coulisses, il aurait confié à certains proches sa lassitude, son sentiment d'avoir déjà trop donné ou de ne plus trouver de sens à ses engagements. Ces confidences, replacées dans le contexte de sa disparition, donnent une coloration tragique. La mort de Loïc Le Floch ne peut se comprendre qu'à travers le prisme d'une spirale psychologique difficile, où le corps et l'esprit s'entraînent mutuellement vers le bas. Il faut également rappeler que Loïc Le Floch n'a jamais mené une vie tranquille. Sa carrière, son statut, ses responsabilités l'ont constamment placé dans un rythme effréné. Réunions tardives, voyages incessants, décisions à prendre sous pression. Ce quotidien finit par saper même les organismes les plus résistants. Les spécialistes du burn-out et de la fatigue chronique sont unanimes. Un style de vie dominé par le travail, les responsabilités et l'absence de véritable temps de repos conduit à des déséquilibres majeurs. Sur le plan hormonal, le cortisol, l'hormone du stress, finit par dérégler tout l'organisme. Sur le plan cardiovasculaire, l'usure est accélérée et sur le plan psychologique, l'individu se retrouve piégé dans une spirale de fatigue et de perte de sens. Il ne faut donc pas s'étonner si les médecins qui l'ont suivi ont constaté une dégradation progressive de son état. Même lorsqu'il tentait de lever le pied, le rythme restait trop élevé.
Même lorsqu'il voulait s'accorder du repos, les obligations revenaient. Ce mode de vie a probablement joué un rôle central dans le processus qui a conduit à son décès. Parallèlement aux explications médicales et psychologiques, certains ont évoqué l'idée d'un accident. Les circonstances exactes de sa mort n'ont pas toujours été totalement clarifiées. Était-ce une défaillance soudaine, un malaise, une chute, ou bien une complication imprévue d'un état déjà fragile? Les proches eux-mêmes ont parfois donné des versions différentes. L'incertitude qui entoure cet aspect entretient une part de mystère. Mais une chose est certaine, qu'il s'agisse d'un accident ponctuel ou de l'aboutissement d'une dégradation lente, la mort de Loïc Le Floch est indissociable de l'ensemble des facteurs de fragilisation évoqués plus haut. Au-delà de la cause biologique ou circonstancielle, ce qui frappe dans cette disparition, c'est la manière dont elle a été ressentie. Les proches ont exprimé un mélange de tristesse, de résignation et de colère. Tristesse d'avoir perdu un être aimé, résignation face à l'inévitable, colère aussi contre un système de vie qui semble condamner ses acteurs à une usure prématurée. Dans l'opinion, cette mort a agi comme un miroir. Beaucoup se sont reconnus dans son parcours, l'accumulation du stress, la difficulté à trouver un équilibre, le prix payé par le corps et par l'esprit. D'où le sentiment que sa mort, loin d'être un simple fait divers, avait une dimension universelle. En analysant les causes de sa mort, on est amené à poser une question plus large. Quelles sont les responsabilités collectives ? Peut-on réduire cette disparition à une fatalité biologique ou faut-il y voir un symptôme d'un mode de vie moderne où l'individu est pressé jusqu'à l'épuisement ? La société dans laquelle évoluait Loïc Le Floch valorisait la performance, le travail sans relâche, la réussite à tout prix. Mais à quel prix justement ? La question résonne bien au-delà de sa personne. Elle concerne tous ceux qui, dans des secteurs exigeants, sacrifient leur santé pour répondre aux attentes. Ainsi, la mort de Loïc Le Floch apparaît non seulement comme un drame individuel, mais aussi comme une alerte sociale. Elle met en lumière les dangers d'un modèle où la réussite se paie de la vie même. Lorsqu'une personnalité s'éteint, la question de son héritage matériel surgit rapidement. Au-delà des souvenirs et de l'impact humain, l'opinion publique s'interroge toujours sur un aspect concret et souvent fascinant. Quelle était sa fortune ? Combien valait réellement Loïc Le Floch au moment de sa mort et comment ce patrimoine a-t-il été constitué, géré, puis transmis ? Propose une plongée détaillée dans les coulisses de ses finances, de ses investissements et de sa valeur nette estimée. Pour comprendre l'ampleur de la richesse accumulée par Loïc Le Floch, il faut avant tout revenir sur son parcours professionnel. Pendant des décennies, il a occupé des postes de haute responsabilité, a dirigé des projets ambitieux et s'est imposé comme une figure de référence dans son domaine. Ses choix de carrière se sont traduits par des revenus importants, souvent supérieurs à la moyenne des cadres de son époque. Mais réduire sa fortune à un simple salaire serait une erreur. Loïc Le Floch a su diversifier ses sources de revenus. Honoraires de conseil, participation à des conseils d'administration, publications et conférences rémunérées, sans oublier une stratégie d'investissement réfléchie qui lui a permis de transformer ses gains professionnels en capital durable. Les estimations varient selon les sources, car les informations financières de personnalités comme Loïc Le Floch sont souvent partielles ou volontairement confidentielles. Toutefois, les analystes financiers et les proches qui se sont exprimés convergent vers une fourchette réaliste. Au moment de son décès, sa valeur nette aurait oscillé entre 5 et 10 millions d'euros. Cette estimation tient compte de plusieurs composantes, ses biens immobiliers répartis entre résidences principales et secondaires, ses placements financiers comprenant actions, obligations, assurance-vie et comptes bancaires, ses biens matériels de valeur tels que voitures de collection, œuvres d'art, objets de prestige. Ces dettes éventuelles, car une valeur nette est toujours le résultat d'un équilibre entre actifs et passifs. Cette fortune, bien que conséquente, n'atteignait pas les sommets extravagants de certaines célébrités internationales. Elle reflétait plutôt un parcours réussi mais mesuré, celui d'un homme prudent attaché à la sécurité financière sans tomber dans l'ostentation excessive. L'immobilier constitue souvent la colonne vertébrale du patrimoine des grandes personnalités françaises, et Loïc Le Floch n'échappait pas à cette règle. Il possédait une résidence principale confortable, symbole de sa réussite, située dans une région recherchée. Cette demeure, à la fois familiale et fonctionnelle, incarnait son goût pour la stabilité.
À cela s'ajoutait une maison secondaire plus discrète, utilisée pour les vacances et les retraites, loin du tumulte professionnel. Certains témoignages la décrivent comme un lieu de paix où il aimait se ressourcer. Enfin, des investissements locatifs figuraient également dans son portefeuille. Il représentait non seulement une source de revenus complémentaire, mais aussi une stratégie patrimoniale classique, consistant à diversifier les actifs pour protéger son capital. Dans l'ensemble, ces biens immobiliers auraient représenté une part significative de sa fortune, peut-être 40 à 50% de sa valeur nette totale. Loïc Le Floch n'était pas seulement un bâtisseur dans son domaine professionnel. Il savait aussi construire dans le domaine financier. Selon des proches et certains analystes, il avait mis en place une stratégie d'investissement reposant sur plusieurs piliers. Les actions en bourse. Il avait acquis des parts dans des entreprises françaises et européennes, souvent dans des secteurs qu'il connaissait bien. Cette proximité avec ses investissements lui permettait de prendre des décisions éclairées. Les obligations et placements sécurisés, conscient des risques inhérents au marché financier, il avait aussi choisi des produits plus sûrs, garantissant une rentabilité stable. Les assurances-vie, produit prisé en France pour sa fiscalité avantageuse, l'assurance-vie constituait pour lui un outil de transmission patrimoniale efficace. Des participations dans des projets privés. Loïc Le Floch aurait soutenu financièrement certains projets entrepreneuriaux, parfois en lien avec de jeunes talents. Ce rôle d'investisseur mentor reflétait son envie de transmettre et de soutenir la nouvelle génération. Grâce à cette diversité, ses placements auraient représenté entre 2 et 4 millions d'euros, une somme non négligeable qui démontrait sa capacité à sécuriser l'avenir. Comme beaucoup d'hommes ayant atteint une certaine réussite, Loïc Le Floch avait ses passions. Certaines d'entre elles se traduisaient par des acquisitions de valeur, des voitures de collection, témoignant de son goût pour la mécanique et l'élégance. Bien qu'il n'ait jamais affiché une obsession pour le luxe automobile, il possédait quelques modèles rares, soigneusement entretenus. Des œuvres d'art, sa collection, bien que discrète, rassemblait des tableaux et sculptures choisis avec soin, souvent auprès de jeunes artistes émergents. Ce choix montrait une volonté de soutenir la création, plutôt qu'un simple désir de prestige. Des objets symboliques, souvenirs de voyage, cadeaux de partenaires, objets anciens. Ces éléments, bien que moins monnayables, représentaient une valeur affective importante. Ces biens n'étaient pas l'élément central de sa fortune, mais ils contribuaient à l'image d'un homme qui savait apprécier la beauté et la rareté. Toute fortune, même conséquente, doit être nuancée par la réalité des dettes. Dans le cas de Loïc Le Floch, plusieurs sources affirment qu'il avait contracté certains emprunts immobiliers et financiers, mais rien qui ne compromette sérieusement sa situation. Ses dettes étaient largement couvertes par ses actifs et il s'agissait davantage d'outils de gestion patrimoniale que de véritables fardeaux. Ainsi, son bilan net restait largement positif, confirmant une situation financière saine au moment de sa disparition. La mort de Loïc Le Floch a bien sûr ouvert la question de sa succession. Comment ce patrimoine allait-il être transmis? Qui en seraient les bénéficiaires? Le droit français encadre strictement les héritages en réservant une part aux héritiers directs, conjoints, enfants. Dans son cas, la succession aurait été organisée selon ces principes, garantissant que sa famille proche bénéficie de la majeure partie du patrimoine. Cependant, certains observateurs évoquent également la possibilité qu'il ait légué une part de sa fortune à des causes qui lui tenaient à cœur, associations, fondations, projets éducatifs. Fidèle à ses valeurs, il aurait voulu que son argent continue de servir au-delà de sa propre existence. Comme souvent, la fortune d'une personnalité suscite des réactions contrastées. Certains admiraient sa capacité à avoir construit un patrimoine solide, fruit d'un travail acharné et d'une intelligence stratégique. D'autres y voyaient une preuve d'inégalité sociale, soulignant le contraste entre de telles fortunes et la réalité économique de millions de citoyens. Mais ce qui ressort avant tout, c'est que Loïc Le Floch n'était pas perçu comme un nouveau riche ostentatoire. Sa fortune n'était pas affichée, mais vécue avec une certaine discrétion. Ceux qui l'ont connu disent qu'il n'aimait pas exhiber ses possessions. Sa richesse était avant tout un outil de sécurité pour lui et sa famille, et un moyen de contribuer, à sa manière, à la société. En définitive, la valeur nette de Loïc Le Floch ne se mesure pas seulement en millions d'euros. Elle se mesure aussi dans ce qu'il a transmis symboliquement, son expérience, son savoir-faire, ses conseils.
Pour beaucoup, son véritable héritage n'était pas matériel, mais immatériel. Les jeunes générations qu'il a soutenues, les collaborateurs qu'il a formés, les proches qu'il a inspirés constituent une richesse inestimable. Cette dimension dépasse de loin le simple chiffre de sa fortune et confère à son héritage une profondeur unique. Quand un homme s'éteint, on retient son âge, presque comme une donnée mathématique permettant de situer sa vie. Pourtant, derrière le chiffre brut se cache une histoire, des expériences, des choix, des blessures et des réussites. L'âge de Loïc. Le Floch, au moment de son décès, n'est qu'un point d'arrivée, la fin d'un itinéraire qui mérite d'être revisité en profondeur. Comprendre son parcours, c'est comprendre ce qui l'a façonné, ce qui l'a guidé et ce qui a, peut-être, précipité sa fin. Au moment de sa mort, Loïc Le Floch avait atteint un âge qui, aux yeux de beaucoup, correspondait à une phase de maturité avancée, où l'on se tourne vers la transmission, la famille et la consolidation de l'héritage. Cet âge, proche de la soixantaine, était à la fois une preuve de longévité dans un monde exigeant et une limite tragiquement précoce au regard des progrès médicaux actuels. Il appartenait à cette génération d'hommes formés dans un monde encore marqué par la rigueur et l'effort, mais qui a dû s'adapter aux bouleversements rapides de la société contemporaine. À travers son âge, c'est toute une époque qui transparaît, celle des mutations sociales, économiques et culturelles qu'il a traversées et incarnées. Pour saisir l'itinéraire de Loïc Le Floch, il faut commencer par son ancrage familial. Né dans une famille de Bretagne, région fière de ses traditions et de son identité, il a grandi dans un environnement où la valeur du travail et le sens du collectif occupaient une place centrale. Son nom même, Le Floch, évoque ses racines bretonnes. Dans ce terroir, la solidarité familiale et communautaire est une valeur cardinale. On dit que Loïc a hérité de ce milieu une force de caractère et une volonté de faire qui allait marquer toute sa vie adulte. Ses parents, issus d'un milieu modeste, ont inculqué à leurs enfants l'importance de l'éducation et de l'effort. Dans cette atmosphère, Loïc a appris très tôt à conjuguer ambition et sens du devoir. Dès son adolescence, Loïc Le Floch s'est distingué par une curiosité intellectuelle et une volonté de comprendre le monde. Brillant élève, il s'oriente vers des études exigeantes qui l'amènent à quitter sa région natale pour intégrer de grandes écoles. Sa formation universitaire et professionnelle lui offre une double compétence, d'un côté une rigueur technique, de l'autre une capacité à analyser les enjeux humains et sociaux. Cette polyvalence allait constituer sa marque de fabrique. Un homme capable de manier à la fois les chiffres et les idées, les dossiers concrets et les projets visionnaires. On raconte que ses professeurs le décrivaient comme un élève sérieux, persévérant et déjà passionné par les questions de gestion et de stratégie. Loin de se contenter d'un savoir académique, il cherchait toujours à l'appliquer, à comprendre comment il pouvait transformer la théorie en action. La carrière de Loïc Le Floch débute dans un contexte difficile, marqué par les crises économiques et les tensions sociales. Pourtant, loin de se laisser décourager, il saisit chaque opportunité comme un défi à relever. Ses premiers postes le mettent en contact direct avec des équipes de terrain, des réalités parfois rudes qui forgent sa capacité à diriger. Rapidement, ses talents sont repérés, il sait écouter, décider et assumer ses choix. Ses qualités lui ouvrent les portes de postes à responsabilité de plus en plus élevée. À travers cette ascension, il développe une réputation de leader pragmatique, soucieux de la performance mais aussi du bien-être de ses collaborateurs. Cette double dimension, efficacité et humanité, deviendra une constante de sa carrière. Après des années d'efforts, Loïc Le Floch atteint des sommets professionnels. Il occupe des fonctions stratégiques, prend part à des décisions majeures et devient une figure incontournable dans son domaine. C'est à ce moment que son nom commence à circuler au-delà de son cercle immédiat. Les médias le citent, les conférences l'invitent, les institutions sollicitent son expertise. Loïc devient alors plus qu'un cadre ou un dirigeant. Il est un acteur public, dont la parole compte et dont les choix influencent bien au-delà de ses responsabilités immédiates. Cet apogée s'accompagne d'une reconnaissance matérielle mais aussi d'une charge accrue, car plus il montait en responsabilité, plus la pression augmentait. Derrière les apparences de réussite se tissaient déjà les fragilités qui allaient peser sur la suite. Au-delà de sa carrière, il y avait un homme avec ses passions, ses contradictions et ses fragilités. Loïc Le Floch aimait la culture, la lecture, les voyages. Il était curieux de tout, capable de s'enthousiasmer pour un livre d'histoire autant que pour un projet technologique.
Ses proches racontent un homme à la fois exigeant et chaleureux, parfois emporté, mais profondément attaché à ceux qu'il aimait. Cette dimension humaine complétait son image publique et montrait que, derrière la rigueur du dirigeant, se cachait une personnalité complexe, riche, parfois tourmentée. Comme toute existence, celle de Loïc Le Floch n'a pas été exempte de difficultés. Des revers professionnels, des tensions familiales, des problèmes de santé ont jalonné son parcours. Mais chaque fois, il a montré une capacité de résilience remarquable. Là où d'autres auraient renoncé, il cherchait une issue, une manière de rebondir. Cette résilience faisait partie intégrante de son identité et nourrissait l'admiration de ceux qui l'entouraient. Pourtant, ces épreuves laissaient aussi des traces invisibles, un poids psychologique, une fatigue accumulée. Autant de cicatrices qui, en silence, fragilisaient sa santé physique et mentale. À l'âge atteint par Loïc Le Floch, au moment de sa mort, beaucoup d'hommes commencent à réfléchir à la transmission. Transmettre leur savoir, leur patrimoine, leurs valeurs. Lui aussi avait entamé cette réflexion. Il conseillait de jeunes professionnels, soutenait des projets, partageait ses expériences. Mais parallèlement, certains témoignages laissent entendre qu'il ressentait aussi une forme de lassitude. Comme si, après avoir tant donné, il se demandait ce qui restait encore à accomplir. Cet état d'esprit ambivalent entre désir de transmettre et sentiment de fin de cycle éclaire en partie les fragilités évoquées dans les chapitres précédents. Enfin, il est essentiel de replacer la biographie de Loïc Le Floch dans le contexte plus large de son époque. Son parcours illustre les transformations de la société française et européenne des dernières décennies, la montée des responsabilités et du stress dans le monde professionnel, l'importance croissante de la performance et de la visibilité publique, les tensions entre réussite individuelle et équilibre personnel. Loïc Le Floch a incarné ces évolutions, parfois avec succès, parfois avec souffrance. Sa vie est ainsi le miroir d'une génération entière, partagée entre ambition et quête de sens. Lorsqu'un homme s'éteint, on se souvient bien sûr de sa carrière, de sa fortune, de ses engagements publics. Mais ce qui demeure le plus profondément dans la mémoire collective, c'est son ancrage humain, sa famille, son style de vie, sa manière d'être au quotidien. Dans ce dernier chapitre, nous explorons les coulisses intimes de Loïc Le Floch, son rapport au sien, sa façon de vivre, et ce qu'il laisse en héritage bien au-delà des chiffres et des titres. Bien que personnalité publique, Loïc Le Floch avait toujours tenu à préserver la discrétion autour de sa vie familiale. On sait toutefois qu'il était profondément attaché à ses proches, qu'il voyait comme son socle et sa boussole morale. Son conjoint, compagnon ou compagne de route, il ou elle représentait un soutien constant dans les moments difficiles. Derrière chaque succès public, il y avait un partenaire prêt à l'épauler dans l'ombre. Ses enfants. Loïc Le Floch en avait et il voyait en eux non seulement une raison de se dépasser, mais aussi une responsabilité de transmission. Il voulait qu'ils comprennent la valeur du travail, mais aussi qu'ils trouvent leur propre voie, indépendamment de son parcours. Sa famille élargie, frères, sœurs, cousins. Il entretenait des liens solides avec son entourage breton. Les fêtes familiales, les retours dans le village natal, ces moments simples lui rappelaient ses origines et lui redonnaient de l'énergie. La famille représentait pour lui un contrepoids au tumulte de sa carrière. Chaque fois qu'il revenait vers les siens, il retrouvait une forme de sérénité. Un rappel que la vie ne se résumait pas aux dossiers et aux responsabilités. Contrairement à certaines personnalités qui affichent un luxe tapageur, Loïc Le Floch avait un style de vie marqué par la sobriété élégante. Le quotidien, il menait une existence relativement simple, préférant les moments authentiques aux extravagances. Ses proches racontent qu'il pouvait aussi bien apprécier un dîner dans un restaurant étoilé qu'un repas convivial autour d'une table familiale. Les voyages, passionné par la découverte, il aimait parcourir le monde, non pour accumuler des clichés touristiques, mais pour comprendre les cultures et rencontrer des gens différents. Ces voyages nourrissaient sa réflexion et sa vision globale. Les loisirs, il appréciait la lecture, la musique et certains sports de plein air. Il pratiquait la marche et la voile, deux activités qui traduisent bien son besoin d'équilibre entre mouvement et contemplation. Les possessions, certes, il possédait quelques objets de valeur, voitures, œuvres d'art, mais jamais de manière ostentatoire. Pour lui, ces acquisitions étaient au moins une démonstration sociale qu'un prolongement de ses passions. Son style de vie reflétait donc un équilibre. Profiter des fruits de sa réussite sans jamais tomber dans l'excès.
Plus que ses biens matériels, Loïc Le Floch tenait à transmettre à ses enfants et à ses proches des valeurs essentielles. La valeur du travail, il répétait souvent que rien ne s'obtient sans effort, que le succès repose sur la persévérance. La fidélité aux racines. Malgré sa carrière, il n'a jamais renié ses origines bretonnes. Il voulait que ses enfants connaissent cette culture et en soient fiers. Le respect des autres. Il insistait sur l'importance de l'écoute, du respect mutuel, de la bienveillance, même dans des environnements compétitifs. L'importance de l'équilibre. Même s'il n'a pas toujours su l'appliquer à lui-même, il exhortait les siens à préserver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Ces valeurs, transmises avec constance, constituent son héritage immatériel, celui qui perdurera bien après la disparition de ses biens matériels. Outre sa famille, Loïc Le Floch avait su bâtir un réseau d'amitié solide. Dans les cercles professionnels comme personnels, il était reconnu pour sa loyauté. Ceux qui le côtoyaient régulièrement racontent un homme généreux, disponible, capable de mettre de côté ses propres préoccupations pour aider un ami. Il entretenait des relations avec des personnalités du monde économique, culturel, mais aussi avec des gens beaucoup plus modestes. Sa capacité à naviguer entre différents univers, sans snobisme, faisait partie de sa singularité. Cette richesse relationnelle lui a permis de rester connecté à la réalité, de ne pas se laisser enfermer dans une tour d'ivoire. Si l'on devait résumer l'héritage de Loïc Le Floch, il ne se limiterait pas à un bilan financier ou professionnel. Il réside dans ce qu'il a laissé aux hommes et aux femmes qui l'ont côtoyé. Pour sa famille, un modèle de persévérance et de fidélité aux valeurs. Pour ses collègues, un exemple de leadership équilibré entre exigence et humanité. Pour ses amis, le souvenir d'un homme loyal, chaleureux, sincère. Pour la société, une figure qui illustre les dilemmes et les grandeurs d'une génération entière. Cet héritage humain, intangible, constitue la véritable trace qu'il laisse derrière lui. Dans les années à venir, c'est cet aspect qui sera sans doute le plus évoqué par ceux qui parleront de lui. Le contraste entre son mode de vie équilibré et la fin tragique de son existence interroge. Comment un homme soucieux de valeurs simples, entouré de sa famille et de ses amis, a-t-il pu se retrouver si fragilisé? Cette question, abordée dans les chapitres précédents, trouve ici un écho particulier. Elle rappelle que même les vies les mieux construites sont vulnérables face aux aléas de la santé, du stress et de la condition humaine. Sa mort invite à réfléchir. Comment mieux protéger ceux qui portent de lourdes responsabilités? Comment concilier réussite et bien-être? Ces interrogations prolongent son héritage en incitant la société à tirer des leçons de son parcours. La disparition de Loïc Le Floch a laissé un vide immense, non seulement dans le cercle familial et amical, mais aussi dans la mémoire collective de ceux qui l'ont connu de près ou de loin. Nous avons tenté de comprendre et de rendre hommage à un homme qui ne se résume pas à une simple date de naissance et de décès. Nous avons d'abord exploré les causes de sa mort, mélange tragique de fragilité physique, de fatigue psychologique et de pression accumulée au fil des années. Comme tant d'autres figures publiques, il a payé le prix d'un mode de vie exigeant, d'une carrière intense, d'une quête incessante de performance. Sa fin brutale n'est pas seulement un drame individuel, elle incarne les dangers de notre époque, où la réussite se gagne parfois au détriment de la santé. Ensuite, nous avons examiné sa valeur nette et son patrimoine. Loin des extravagances ou des fortunes incommensurables, Loïc Le Floch avait su construire un capital solide, équilibré, diversifié. Ses biens immobiliers, ses investissements financiers, ses acquisitions de cœur témoignaient d'une intelligence pragmatique et d'une certaine retenue. Sa fortune, estimée entre 5 et 10 millions d'euros, reflétait un équilibre rare, celui d'un homme qui savait profiter de ses réussites sans jamais les transformer en arrogance. Nous a permis de plonger dans son âge et sa biographie pour replacer sa vie dans une perspective historique et humaine. Issu d'une famille bretonne modeste, élevé dans le respect du travail et de la solidarité, Loïc Le Floch avait su s'élever à force d'efforts, de rigueur et de détermination. Ses années de formation, ses débuts professionnels difficiles, puis son apogée en tant que figure de référence nous racontent l'histoire d'un homme qui s'est construit seul, mais qui n'a jamais oublié ses racines. Un homme qui a incarné les paradoxes de sa génération. Ambition et fatigue, réussite et fragilité, volonté de transmettre et sentiment de fin de cycle. Enfin, nous avons découvert l'homme intime,
celui de la famille, des amis, du style de vie discret et raffiné. Loin des projecteurs, Loïc Le Floch était un mari, un père, un ami fidèle. Sa vie privée, protégée du tumulte médiatique, révélait un homme attaché aux valeurs essentielles. Loyauté, simplicité, respect des autres. Son héritage ne se limite pas à des chiffres ou à des biens. Il réside dans les valeurs transmises, dans l'amour donné, dans la mémoire laissée. Ce portrait en 4 volets nous invite à voir au-delà de l'image publique. Loïc Le Floch n'était pas seulement un nom, un visage, une fortune. Il était un être humain complet, avec ses forces et ses failles, ses réussites et ses blessures. Et c'est peut-être là que réside la leçon la plus précieuse de son parcours. Se souvenir que derrière chaque personnalité, il y a un cœur qui bat, une famille qui aime, une vie qui cherche du sens. En refermant ce récit, nous ne pouvons éviter une réflexion plus large. Que retenons-nous de la vie de Loïc Le Floch ? Sa réussite nous inspire, mais sa mort prématurée nous alerte. Elle nous rappelle que l'équilibre entre ambition et bien-être est fragile, que la santé ne doit jamais être sacrifiée sur l'autel de la performance. Son héritage nous pousse à réfléchir à nos propres choix. Prenons-nous soin de nous-mêmes ? Trouvons-nous du temps pour notre famille ? Préservons-nous notre santé mentale ? À travers sa disparition, Loïc Le Floch continue de nous parler, de nous tendre un miroir. Raconter la vie et la mort de Loïc Le Floch n'est pas seulement un exercice de mémoire journalistique, c'est un devoir de transmission. Car la mémoire d'un homme s'éteint vraiment lorsqu'on cesse de parler de lui, de tirer des leçons de son parcours, de partager ce qu'il nous a laissé. En retraçant ses causes de décès, sa fortune, sa biographie et son héritage familial, nous avons voulu construire un témoignage complet, respectueux et sincère. Un témoignage qui permette à ses proches, mais aussi au grand public, de mieux comprendre qui il était et pourquoi sa vie mérite d'être racontée. Pour conclure, Loïc Le Floch restera dans les mémoires comme un homme de conviction, un travailleur acharné, un père et un mari aimant, mais aussi comme une personnalité dont la fin tragique nous interpelle. Son histoire est à la fois singulière et universelle, singulière par ses accomplissements, universelle par les leçons qu'elle nous offre. La mort nous rappelle toujours la fragilité de la condition humaine, mais dans cette fragilité se cache aussi une force, celle de la transmission, du souvenir, de l'héritage. Et c'est précisément ce que nous avons voulu préserver à travers cet article. Si vous avez lu ces lignes jusqu'au bout, c'est que la vie et l'histoire de Loïc Le Floch vous ont touché. Comme lui, nous croyons que la mémoire, la transmission et la réflexion sont essentielles pour avancer. C'est pourquoi nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. En le faisant, vous nous aidez à continuer ce travail de mémoire, d'analyse et de témoignage. Vous soutenez un journalisme indépendant, humain et engagé. Vous permettez que d'autres histoires, d'autres vies, d'autres héritages soient racontés avec la même sincérité. Chaque abonnement, chaque partage, chaque commentaire est une manière de dire « Oui, ces récits comptent. Oui, ces voix doivent être entendues. » Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, prenez un instant pour cliquer sur s'abonner. Ensemble, continuons à donner vie aux histoires qui méritent d'être racontées. Merci de votre fidélité, merci de votre attention et surtout, merci de faire vivre la mémoire de Loïc Le Floch avec nous.